Ce hearing était très important ce matin. J'ai fait d'abord une introduction en me posant une question. Comment ce Parlement, qui est pour la démocratie, pour les droits de l'homme, peut-il être amené à soutenir les pires des extrêmes, les extrêmes fascistes et nazis? Comment peut-on en arriver à une telle situation? Et n'arrivant pas à comprendre, je me suis entouré de spécialistes, de politologues, qui ont une vision aussi historique. Et c'est pour ça que j'ai fait intervenir, et j'espère qu'on aura l'occasion de les entendre, Slobodan Despot et John Lolland. Et je voulais également avoir les témoins de cette réalité. Donc, essayer de comprendre comment ce Parlement peut-il être amené à soutenir, par le gouvernement de Kiev, les pires des extrémistes, les fascistes nazis. Comment est-ce possible? Et d'autre part, donner la parole à deux responsables ukrainiens, dont l'un était ancien ministre et dont l'autre est un avocat, sur la situation actuelle. Malheureusement, ce que je craignais s'est confirmé. Nous sommes en face d'une vaste opération de manipulation. J'espère que Slobodan Despot et John Lolland seront là pour vous décrire rapidement leur exposé, avec des images qui le prouvent, où l'on se sert des pires des extrêmes pour déstabiliser un pays et pour leur faire rentrer dans un camp dit de l'Occident, qui en fait est le camp des États-Unis et qui est le camp de ceux qui cherchent aujourd'hui à couper l'Europe en deux, parce qu'évidemment, ils y trouvent leur avantage pour leur domination. Les propos qui ont été tirés le 18 juin du secrétaire d'État adjoint Derek Chollet sont absolument époustouflants, puisqu'il reconnaît que grâce à la crise ukrainienne, on a pu relancer l'OTAN, faire une coalition de l'Ouest s'opposant à la Russie, et que dans ce contexte-là, on ne pouvait pas espérer mieux. Et on ne pouvait malheureusement pas espérer mieux parce qu'on a préparé la crise dans cette perspective. Je voudrais également prendre position pour les accords de Minsk. Je vous l'ai déjà dit ici, les accords de Minsk sont la seule solution politique. Et les accords de Minsk passent par la décentralisation, l'autonomie. John, viens, et Slobodan également pour après en 2 minutes, parce qu'on n'aura pas beaucoup de temps. Et la presse doit avoir 5 minutes également. Donc chacun devra intervenir 1 minute. Je suis absolument désolé avec tous ces retards qui approchent du sabotage. Mais enfin, dans cette maison, j'y suis habitué.
Je voulais revenir sur ces accords de Minsk. Je suis intervenu hier auprès de Mme Mogherini pour rappeler, comme j'ai été dans le Donbass, que je suis opposé à l'indépendance, évidemment, d'une république autonome. Mais je suis pour, à l'intérieur des frontières, mettre en œuvre les accords de Minsk sur l'autonomie. Cela demande que le pouvoir de Kiev veuille discuter avec les autorités du Donbass, de Lugansk et de Donetsk. À partir du moment où ces autorités refusent tout dialogue, elles sortent des accords de Minsk. Elles font une brutale coupure, interruption de ces accords. Et j'en appelle, et je l'ai dit à Mme Mogherini, qui ne m'a pas désapprouvé, que nous devons tout faire, nous l'Europe, et je l'espère que l'on fera de manière sincère, pour que le gouvernement de Kiev applique et d'abord discute et applique la mise en œuvre d'un véritable statut d'autonomie au sein d'un État qui approcherait le fédéralisme. Cela est absolument nécessaire si on veut la paix. Cela permettra d'unifier dans la diversité l'Ukraine. Cela correspond absolument aux critères occidentaux et plus particulièrement aux critères européens que nous mettons en avant dans ce Parlement. Je profite donc à ce que nos interlocuteurs et, je dirais, responsables, politologues, soient là pour qu'ils fassent rapidement, en 1 minute 30, 1 minute 30, comme au Parlement, nous avons 1 minute pour parler. Nous inscrits, maintenant qu'on aura un groupe, on aura un peu plus de temps, pour présenter ce qu'ils ont dit. Merci beaucoup. And you can make this in English if you prefer, or in French, but perhaps it's better in English. John. All right. Okay. My point was that in Ukraine, the West is supporting nationalist forces and ideologies which have never been able nor willing to unite Ukraine, because they are mainly Western and fascist-oriented ideologies that stem from the beginning of the 20th century and that have their representatives, leaders all over the place in Kiev, in the parliament, in the government, and especially in the military and security units. With these people, you cannot unite Ukraine. Therefore, why are we Europeans supporting them? Why do we stay deaf and blind to the crimes they are doing towards their own population by bombarding it, by burning people alive, by abducting people? And one of the answers or the possible explanations for such a suicidal policy for Europe lies in the fact that in Eastern Europe, as well as in the Middle East, the West has consistently supported in the last 20 years only the most extreme movements like Izetbegovic, the Bosnian fundamentalist, the historical revisionist Tudjman in Croatia, like the UCK, the KLA, which was a terrorist organization before being promoted into a political partner by the United States, and that has turned Kosovo into a mafia state run by criminals, and furthermore, and in the Middle East, by supporting Islamic fanatics and fundamentalists, pretending that they are the moderate opposition to Mr. Assad. John. Thank you very much. I said in my talk in the meeting just now that one of the main things driving the crisis with Russia over Ukraine was the desire to bolster NATO, to bolster the transatlantic relationship, and to bolster the European Union.
I quoted the United States Assistant Secretary of Defense, who in a long article explains why it is that the Ukraine crisis has given new life to the transatlantic alliance and why it will increase arms sales and defense spending among European states. I think that it's important here in this room, which is named after Anna Politkovskaya, to recall that the European Union itself has a very strong ideological and institutional self-interest in perpetuating this crisis with Russia, perpetuating it and aggravating it, stimulating it, making it worse, creating it. Russia has become for the European Union, let's leave aside for a moment the issue of NATO, however important that is, it has become an ideological enemy. It has become the opposite of everything that Europe stands for. Anna Politkovskaya is remembered wrongly as a journalist who was killed by the Russian authorities for expressing a point of view. That is the image of Russia which is put forward by the European Union, the idea that Russia is a totalitarian state and that we must fight it if European values are to be defended. All this goes back to the Treaty of Maastricht in 1991, when the euro was created and when the European Union wanted to constitute itself as a bloc, as a geopolitical centre, which would draw other countries into its orbit. And the reason why the Ukraine issue is an existential threat to the European project, is that, as we know, half of the population of Ukraine is not interested in being in the orbit of Brussels. Thanks, John. Дамы и господа, поскольку я первый раз в Европейском парламенте, то я хотел бы исходить из того, каким я его знаю и помню, когда работал во власти. Я был 4 раза депутатом, 4 раза министром, был и в оппозиции, был и у власти. Dear ladies and gentlemen, it's my first time here in the European Parliament, so I will recall the time when I was in power in Kiev, and I was elected to the Ukrainian Parliament, and I was minister in Ukraine 4 times. Первое и главное, если Европейский парламент хочет реально помочь Украине, Минские соглашения должны полностью и неукоснительно всеми сторонами выполняться. First, if the European Parliament wants to support Ukraine, Minsk agreement should be respected and implemented by all sides. Когда те правительства, в которых я работал, или президентов, с которыми я работал со всеми, называли реакционерами или режимами, то в Европейском парламенте говорили: учитесь работать с оппозицией. Так вот, учите украинскую власть работать с оппозицией. And I remember that the European Parliament has always told all Ukrainian presidents, and I worked with all Ukrainian presidents, just learn to work and live with your opposition. So you should learn the Ukrainian authorities to work and live with their opposition. Можно много и здорово помогать Украине, но если украинская власть не будет организатором диалога в обществе, не будет поиска национального компромисса и примирения, то вся эта помощь будет бесполезной. Она обязательно бумерангом вернется и в Европу. Ouais. You could do a lot to help the Ukrainian or the Ukraine, but if this dialogue doesn't stem from the Ukrainian authorities themselves, all that help will do nothing. 30 seconds, excuse me, but why it's absolutely why we have to question this. They say they take the room in 2-3 minutes. Причиной моего приезда в Брюссель является необходимость привлечения европейской общественности и журналистов к проблеме нарастающих политических репрессий в отношении политических активистов, журналистов, мнение которых отличается от мнения власти Украины. Одним из таких политических активистов и журналистов является Артем Гусило, который, по моему убеждению, без надлежащих оснований содержится в Одесском СИЗО, и на сегодняшний день отсутствуют какие-либо убедительные доказательства совершения этим человеком какого-либо преступления, связанного с нарушением территориальной целостности Украины.
Тем не менее, он находится в местах предварительного заключения. Эта тенденция является антидемократической. Well, I came to Brussels because we have to consolidate public opinion and to draw attention to the repressions in Ukraine against the political activists. Those people such as Mr. Artyom Buzila, who is imprisoned in Odessa and is accused of committing crimes against national security with no proof. We have to ask questions. We have to, bon, rapidement, excuse pour vos questions, parce que tout ceci a été malheureux. C'est pas de notre faute, mais en fin de compte, tout ceci a été très mal fait pour qu'on puisse pas véritablement avoir ce débat. En avant, allez-y, monsieur. J'attends votre question. Ростислав Демчук, Агентство Євроатлантичного співробітництва. Ростислав Демчук, Agency for Euro-Atlantic Cooperation. I have a question to Mr. Anatoly Толкачев. Пане Толкачев, Я Толстоухов. Толстухов. Sorry? Я Анатолий Толстоухов. Толстуков. Толстухов. Толстухов. Перепрошую. Пане Толстухов, ви сказали таку цікаву тезу, що оскільки Крим уже захоплений, Я і такого не частина... казав. Прошу? Я такого не казав. Під час виступу, оскільки Крим уже окупований і Я ДНР такого... теж фактично не контрольовані урядом, то вже про федералізацію говорити абсолютно не можна. От давайте навчимось чути те, що говорять люди. А я вам зараз ще раз повторю. Якщо ми хочемо бути єдиною, цілісною, незалежною Україною, то ми маємо знайти принципи, на яких ми об'єднаємось. Ми вважаємо, і я вважаю, що Крим – це територія України. І сподіваємось, що вона буде в складі України. Давайте говорити, на яких підставах, на яких принципах Крим піде в єдину державу. Він тільки на принципах федералізації, автономії, глибокої децентралізації, як хочете це називайте, піде. Те ж саме зробить ЛНР і ДНР. А якщо ми будемо продовжувати таку політику по відношенню один до одного, як зараз, то ми проїдемо і таку станцію, як федералізм. Через 5 років ми з вами, вибачте, до конфедерації доїдемо. То я цього не хочу. Сподіваюсь, і ви цього не хочете. Оце я так говорив. А про окупованість і про щось інше, це ви вже придумали самі. Je ne veux pas rentrer dans ce débat, je veux simplement rappeler qu'il y avait une interruption d'un état de droit, c'est le point de vue que je défends au Parlement, qu'il y a eu une majorité de la population, une très grande majorité de la population qui s'est prononcée, et que récemment, l'Institut, maintenant Gallup et un autre institut américain ont montré que 85% des Criméens sont satisfaits de la situation actuelle. Nous aimerions bien avoir en France n'importe quel gouvernement qui pourrait dire Monsieur Hollande, s'il y avait 85% des Français qui étaient contents de sa politique, il serait, je peux vous dire. Donc nous sommes dans une situation. C'est un débat important, mais c'est un débat qui, du point de vue du droit international, moi je puis le dire, est tout à fait actuellement discutable. Tout à fait discutable. À partir du moment donné, il y a eu interruption de l'état de droit par un coup d'État. Oui, monsieur. Colin Stevens here, reporter. A question for John Laughlin, if I may. John, we saw what happened when the Russians tried to put missiles into Cuba in America's backyard. The Russians obviously consider Ukraine as their backyard. Why are we surprised at the Russian reaction, and how do you see it playing out eventually? I don't exactly accept the comparison, because I don't think that Russia sought the outcomes that have now occurred. I think it's a wrong understanding of Russian policy towards Ukraine to see... it's certainly true that Russia doesn't want Ukraine to join NATO, that yes, and there was always that danger. But I think Russia in this has been more reactive than proactive. How do I see it playing out?
I think the ball is in the West's court, and as I've said now and as I said earlier, both NATO and the European Union have in their own ways, their own interests in prolonging and continuing and aggravating this crisis. I don't think that there is any desire for it to be resolved, and that's my greatest fear. Okay. Monsieur Hansdorf. Thank you. The question to Mr. Laughlin. What is the reality and the future of the founding act between between the NATO and Russia from May 1997? Because it is still valid, but not implemented. The history of international relations is punctuated with treaties that may still be valid formally, but which are in fact have no force and are not respected. And that's my prediction for this treaty as well. I think we have to be quite clear that there is a second Cold War now, and that there will be no rapprochement in the near future between NATO and Russia. Yes. So I would add one fact that in the founding act there is the thesis which is very important, the forbidding of menace of the threat and menace of the violence, threat of the violence. Not only use of violence, but also the threat of violence. The threat of the use of violence, like the use of violence, is forbidden not only in that treaty, but also, of course, in the Charter of the United Nations. And yet, on many, many, many occasions, it has been violated, and I think it will continue to be violated in the future with regards to Russia and Ukraine. La dernière question, en sachant que nous allons quitter la salle pour laisser l'autre conférence de presse, et que vous pouvez, par la suite, nous allons sortir, vous pouvez questionner nos intervenants à l'extérieur. Mais juste, non, une question. Allez-y, monsieur. Merci beaucoup. En fait, j'ai vraiment une question et une petite remarque pour monsieur Leblanc, parce que j'étais vraiment choqué par ce que vous avez dit concernant Anna Politkovska aujourd'hui. Et la question, c'est pour monsieur Schaffhauser. Vous avez mentionné la nécessité des négociations entre les autorités ukrainiennes et les autorités de celle proclamée République de Donbass. Je m'intéresse. Est-ce que vous ne voulez pas proposer votre candidature comme médiateur? Figurez-vous que j'ai dit à l'ambassadeur, je crois que vous êtes ukrainien, votre ambassadeur, j'ai dit à votre ambassadeur que j'étais prêt à ça. Oui, je suis prêt à proposer, effectivement. Je pense qu'il faut quelqu'un qui accepte de faire peut-être le go-between. J'ai été étonné que lorsque j'ai dit à Mme Mogherini, Kiev actuellement ne souhaite pas mettre en œuvre les accords de décentralisation ou d'autonomie, elle ne m'a pas désapprouvé. Je pense qu'il faut aller dans la voie de la paix et qu'aussi longtemps qu'on ne trouvera pas une solution statutaire, institutionnelle, et effectivement la décentralisation, comme vous le savez, ça a été une de mes compétences. J'ai été un des fondateurs de l'Assemblée des régions d'Europe et j'étais responsable des questions de décentralisation au cabinet de Chaban-Delmas lorsque j'étais beaucoup plus jeune, quand il était président de l'Assemblée nationale. C'est un domaine où j'aimerais apporter ma compétence pour trouver une solution. C'est certain, vous lisez dans mes idées. John, vous voulez peut-être répondre? Non? Bon. Voilà. Bon, je suis désolé de devoir...